Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision dans cette émission 10-12, le Zénith de ce mercredi 13 novembre 2019. Ce matin, on continue à parler du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020 prochain, puisque sur le plan juridique, de nombreux experts commencent à poser la question sur la table, à savoir, est-ce qu'un Parlement doit continuer à travailler lorsque le corps électoral a été convoqué? Est-ce que les députés qui sont actuellement en fonction doivent continuer à légiférer alors que le corps électoral a été convoqué? Cette question a été donc introduite sur la place publique par de nombreux experts qui estiment que pour le coup, il faudra au Cameroun la force de la loi pour répondre à cette question prégnante, puisque on voit très bien que dans un pays comme l'Angleterre, Boris Johnson a dû dissoudre le Parlement avant de convoquer de nouvelles élections législatives là-bas en Grande-Bretagne. Est-ce que le Cameroun, en prenant cette voie-là, est dans la légalité juridique? C'est la question que posent certains experts sur cette question. Est-ce que les députés, autrement dit, qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, dont la session du mois de novembre s'est ouverte hier, ont encore la légitimité pour continuer à légiférer? C'est là la grande question. Est-ce que lorsque le corps électoral est convoqué, les députés doivent continuer à travailler? C'est la grande question qui se pose. Si vous répondez à cette question, madame, monsieur, on comprendra pourquoi ce pays parfois va dans un sens qui est incompréhensible d'ailleurs, parce que il est quand même inadmissible qu'on lance de nouvelles élections avec un parlement qui est toujours en fonction. C'est quand même assez gros pour de nombreux juristes et experts sur cette question, madame, monsieur. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision, madame, monsieur, comme chaque matin. L'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Bachou, Charles, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. République dans la rue, république dans l'humiliation totale. Y a-t-il une différence à faire entre la colonie et le protectorat? Sommes-nous appelés à nous poser comme question depuis hier? À force de s'être refusé d'enseigner l'histoire au peuple camerounais, à force de procéder au copier-coller, on s'est retrouvé à ceci que tous nous sommes perdus. Cette même question, si elle était posée aux jeunes, je suis sûr que les jeunes aujourd'hui se demanderaient qui est d'ailleurs Aimé Césaire, quelle est la différence qu'il y a entre Aimé Césaire, Martin Paul Samba et Rudolf Douala Mangabel. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête un temps soit peu et que les vrais historiens de ce pays se lèvent pour dire stop, stop au désordre. Si vous comprenez, Charles Hamel, la notion de néocolonialisme, vous avez répondu totalement à votre question. Hein. Je préfère vous le dire comme ça. Si vous maîtrisez... Voilà. I don't understand you. Absolument. Do you understand me? Non, I don't understand you. D'accord. Non, mais c'est quand même assez gros pour un pays comme le Cameroun. D'ailleurs, j'entends des gens soutenir l'insoutenable. Il faut rappeler qu'un chef de l'État n'est pas le commun du mortel. On ne parle pas à étoudi, comme si on parlait dans un bénétariat, dans un quartier, je ne sais pas, et toi, mais qui? Non. Lorsqu'on est chef de l'État, on a l'obligation d'utiliser les termes juridiques qui conviennent à une situation. Le Cameroun a été sous protectorat allemand, ensuite a été sous mandat britannique et français, avant par la suite ont été des colonies. Venir le dire, pour nous, ça a été, pour moi qui suis historien, ça a été un choc, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Et je le décris. Je pense que les historiens, ceux qui ont fait de l'histoire, monsieur Eric Fopoussi, devraient se lever et dire, voilà la conséquence. Le copier-coller, la rédaction des discours tout le temps. Je crois qu'il est temps qu'on apprenne à parler, à s'exprimer. Monsieur Eric Fopoussi, librement. C'est ce dont le Cameroun a désormais besoin. Voilà. En tout cas, d'ailleurs, on va dire que dans cette logique, il y a beaucoup de gens qui sont des Camerounais et qui se sentent humiliés par cette situation. Malheureusement, on va pas faire tout un plat de cette situation. On va simplement constater qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, malheureusement, et comme dans ce pays, parfois, il y en a toujours des gens qui vont venir nous expliquer l'inexplicable. C'est ça qui est tout à fait affligeant, Charles Hamel. C'est pas le fait qu'il y a eu cette inexactitude, c'est qu'il y a des gens qui prennent, qui ont 5 sens, qui viennent sur les plateaux vous expliquer l'inexplicable. Ce matin, on a eu un universitaire qui a dit, monsieur Eric Fopoussi, qu'il connaît parler, mais il ne parle pas.
Voilà ce qu'un universitaire dans une république peut dire comme thèse pour défendre son champion, monsieur. C'est quand même scandaleux. Voilà. C'est quand même scandaleux. D'accord. Dans un pays comme le Cameroun, lorsqu'on parle dans cette émission, on nous insulte, on nous voue aux gémonies, mais ce qui est intéressant à signaler ce matin, madame, monsieur, c'est de permettre aux Camerounais, aussi nombreux qu'ils sont, 24 millions, 25 millions, c'est vous qui le savez, de pouvoir, chaque fois, on va dire, tester leur connaissance, leur bilinguisme, mais surtout leur repartie, leur sens de la repartie, parce que il est quand même inacceptable que dans un pays comme le Cameroun, nous soyons tous aussi zombifiés, qu'on soit tous plongés dans les ténèbres et que personne ne veuille plus utiliser 2 neurones seulement, des milliers qui traversent notre cerveau. Alors, on va rappeler que M. Bachou Chalamel sera là tout à l'heure à 10h30. 10h30, ce sera 10h30, j'insiste, pour sa colère. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent depuis la France ou encore à ceux qui nous regardent depuis le nord-ouest et le sud-ouest. Finalement, c'est décidé, c'est acté. Vous avez le statut spécial. Le président de la République l'a déclaré en ces termes. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour concéder à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique. C'est pour cela que nous mettons en place un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone. D'accord, très bien. Lu, entendu, livré. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. 2 choses ce matin. La première, je m'inscris à votre suite, monsieur Fopossi Negou, pour dire une fois pour toutes ce que les historiens, les juristes et la communauté internationale retiennent, c'est que depuis 1916, le Cameroun était sous mandat de la Société des Nations et sous administration de la Grande-Bretagne et de la France. Ce statut change en décembre 1946 à l'ONU, étant sous tutelle des Nations Unies et sous administration de la France, de la Grande-Bretagne. La France a ajouté une entourloupe à l'article 4 en disant, au bout de phrase, elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. Et c'est là où ça a chopé avec les Oumniobé qui lui ont dit « Nous ne sommes pas le Gabon, le Sénégal, la Guadeloupe. » Donc, que le chef de l'État, j'en comprends bien qu'il mais là, il a fait tout faux. Il ne faut pas qu'on y raconte. Nous n'avons jamais été sous tutelle de la France ni de la Grande-Bretagne. C'est sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies et sous administration de la France et de la Grande-Bretagne. Deuxième chose, justement, qui en rajoute à cette entourloupe, c'est l'Assemblée nationale qui a commencé hier. On va voter du statut particulier au même moment où on lance les élections municipales et législatives. On va voter les maires. Comment? Va-t-on allouer donc les 15 ou 10 ou 15% du budget dans toutes les communes, même dans les communes à régime spécial ou à statut spécial ou à statut particulier, on ne sait pas comment on va appeler. Et après, on fera comment? Les préfets seront-ils là? Les gouverneurs seront-ils élus? Qu'on verra. Dans tout le monde entier, il n'y a que les anciennes colonies et l'administration française qui ont ce qu'on appelle la gendarmerie. Les autres pays du monde n'ont pas de gendarmerie. Va-t-on enlever les gendarmeries dans le nord-ouest et le sud-ouest? On verra encore. Merci. D'accord. Je voudrais ce matin avoir une pensée pour Mo Ibrahim. Vous savez qu'il fait l'objet d'une cabale depuis hier. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être par rapport à la une de Jeune Afrique où il dit que beaucoup, ou bien il dit trop de chefs d'État africains se croient irremplaçables. On peut imaginer que ça puisse, on va dire simplement les choses simplement. On va dire les choses simplement. On peut comprendre que ça puisse choquer sous le ciel du Cameroun. On va, madame, monsieur, démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. C'est l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Vanessa. Vanessa, aujourd'hui, a 22 ans, mais il y a 3 ans, elle est tombée enceinte alors qu'elle était encore au lycée. Aujourd'hui, on a une Vanessa qui est au seuil de la mort. L'histoire commence justement lorsqu'elle a eu 19 ans.
Elle a contracté une grossesse alors qu'elle était encore au lycée et l'auteur de sa grossesse a pris sur lui de s'occuper d'elle. Dans la mesure du possible, il a fait visite, layette et autres. Sauf que malheureusement, il décède alors que le bébé a à peine 1 an. À la mort du père de l'enfant, la mère de Vanessa, qui elle également est veuve, qui a dû s'occuper d'elle et de ses autres frères, a continué de s'occuper de sa petite fille. Et il faut dire que la mère de Vanessa est commerçante au marché Mokolo. Elle vend la nourriture là-bas, dont elle est sur un étal avec d'autres vendeuses. Il y a un an, voilà. Un an, lorsque Vanessa a eu 21 ans, elle allait au marché avec sa mère. Mais sauf qu'au marché, arrivée au marché, elle n'aidait pas du tout sa mère. Ni à servir la nourriture, ni à ramasser les plats, ni à récolter l'argent. Ce qu'elle faisait alors qu'elle était au marché, elle aidait d'autres femmes, d'autres vendeuses à servir la nourriture, à ramasser les plats. Au départ, ça a froissé sa mère, qui l'a interpellée et lui a demandé « Mais pourquoi tu réagis comme ça? Toi et moi, on vient au marché, c'est pour nourrir toute la famille. Mais comment se fait-il qu'au lieu de m'aider, tu passes le temps à aider d'autres femmes ?» Elle a dit à sa mère « Vraiment, ne me dérange pas. Je ne suis pas venue ici pour toi. Hein. Faut pas m'embêter avec ça. » Il y a 1 mois, ça a persisté. Elle va au marché avec sa mère. Elle se balade dans tout le marché, elle papote avec les vendeurs de ceintures, les vendeurs de vêtements, elle aide d'autres femmes au marché. Et sa mère lui a dit, je crois que j'en suis arrivée à saturation. Je t'ai trop supporté, je m'occupe de ton bébé, je m'occupe de tes frères, je te nourris, je te loge, je paye toutes les factures. Tu arrives au marché, ne serait-ce qu'à m'aider à ramasser les plats. Tu ne veux pas. Sache que tu vas voir ce qui va t'arriver. La jeunette a dit, ah maman, tu te déranges, tu es toujours en train de bavarder, tu viens m'afficher ici au marché, c'est quoi avec toi? Elles sont rentrées et depuis ce jour-là, Vanessa a commencé à faire de la maladie. 2 semaines après la dispute avec sa mère, elle s'est fait interner dans un hôpital où elle est sérieusement malade. Ses tantes se sont rendues du côté du village où elles sont allées chercher et là-bas on leur a dit que c'est la mère de Vanessa. La colère de la mère de Vanessa est à l'origine de sa maladie. Et si jamais sa mère continue avec sa colère, elle risque de passer de vie à trépas. Alors là... Donc comment une mère normalement constituée peut tuer son enfant? C'est une question tendancieuse, ça. Non. On peut poser la question de notre autrement. manière. Oui. Je savais. Comment une fille peut accepter le suicide alors qu'elle a son avenir devant elle? Voilà. Elle s'est suicidée. Alors, bon, c'est quand même ça. Chez les Européens, on appelle ça les enfants rebelles. Hein. Ils ont une manière très originale encore là de comprendre les phénomènes qui leur arrivent. Mais c'est quand même intéressant de décrypter cette histoire ce matin pour dire la chose essentielle suivante. Les enfants doivent respect à leurs parents. Hein. C'est honore ton père et ta mère, c'est important. On voit très bien des gens qui croient que quand on dit ça, c'est que c'est des paroles en l'air. Ce n'est en aucun cas des paroles en l'air. Il faut que les gens comprennent cela et l'intègrent dans leur manière de traiter leurs parents, leurs ascendants. Alors, bon, Bengan, comment on appelle ce type d'enfant? Un enfant égaré, inadapté social. C'est à l'époque d'Aïdjo que je ne soutenais pas beaucoup. On l'aurait envoyé dans ce qu'on appelle les home ateliers, qu'elle apprenne un certain nombre de choses là-bas. Non, c'est une femme inadaptée sociale. Elle ne se rend pas compte qu'après avoir été enceinte à 19 ans, elle était à l'école. Elle a cassé elle-même son instruction. Et l'éducation que veut lui apporter sa maman, ça aussi elle casse. Elle ne considère pas sa grossesse comme un accident, alors que sa maman, elle considère que ma fille a fait un faux pas. Elle peut se rattraper. Et elle ne s'organise pas, se dit que, se dit non, vraiment, je dis maman, et c'est moi l'interrogation de Audrey qui m'a irrité. Comment une maman accepte de tuer sa propre fille? Non, la maman ne tue pas sa fille, c'est la fille qui se suicide. Elle se suicide et on va la laisser se suicider. Il y a des choses qu'on veut apprendre aux enfants, ne pas comprendre. C'est le type d'enfant aussi qui peut vous dire, maman, tu as même déjà fait quoi pour moi? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et tu là, sur ton marché tous les jours, je viens laver, tu as fait quoi pour moi? Alors qu'elle a refusé l'école, elle a préféré la grossesse. Maintenant,
et la nature l'a punie parce que le père de l'enfant décède, elle ne comprend rien, elle ne comprend pas. Au lieu de comprendre près de sa maman, on ne dit pas non. Tout le monde, chez nous en Afrique, on donne naissance aux enfants pour vous relayer quand vous ne serez pas là, pour perpétuer la descendance. Mais aussi longtemps que les enfants ne comprendront pas ça, vous avez utilisé un terme approprié, ils n'honorent pas leurs parents, ils vont attirer des malédictions. Nous, on dit chez nous, on ne discute pas la tombe avec son père ou sa mère. Donc, si la mort arrivait là, comme un étranger, il disait, je dois prendre quelqu'un, vous allez voir les parents dire que non, prenez-moi, laissez mes enfants. Mais cet enfant est en train de dire à la mort que, mais laisse maman, prends-moi. Et maintenant, on se rue vers sa maman. Non. Non. Il y a peut-être que sa maman peut être, je ne sais pas de quelle origine, j'allais dire ethnique elle est. Chez nous, les Bassa, par exemple, si elle est dans la lignée du Mbok, du Kor ou du Ngué, là, cette fille est finie. Parce que, Charles Hamel le disait encore, je ne sais pas si hier ou avant-hier, il disait, on n'élève pas un prince quand on élève les autres. Ça veut dire que sa maman, si elle est dans des lignées des cercles initiatiques, on l'a élevée là, dans j'allais dire, l'environnement où la parole est sacrée. D'abord, la parole des parents est d'ailleurs sacrée dès la naissance. Mais si en plus, on vous ajoute une double initiation, votre parole est encore plus sacrée. Donc là, les enfants s'amusent. Et les effets sont dévastateurs. Et c'est même immédiat. Oui. C'est immédiat. Et à ce moment, on vous apprend, il ne faut pas que vos parents se fâchent contre vous. Vous vous dites, ah, c'est leur temps, leur époque, ils ont passé, ce n'est plus. Mais ça vous attrape. Je lui recommande seulement, comme elle est à ce niveau-là, de venir dire auprès de sa maman, maman, s'il te plaît, je ne savais pas vraiment dire, voilà, tu voudrais que m'orienter vers quel chemin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et sa maman va comprendre et va la laver et va rebondir. Alors, Charles Hamel, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec l'histoire de ce matin? Alors, M. Eric Fopoussi, il y a une maxime africaine qui dit « On n'entre jamais en conflit avec ses parents ». C'est une recommandation qu'on donne aux enfants. N'entrez jamais en conflit avec vos parents. Devant la colère d'un aîné, d'un parent, baissez la tête et taisez-vous. C'est des recommandations. Devant la colère d'un aîné, on n'a pas dit votre grand frère direct, on n'a pas dit votre maman. Devant la colère d'un aîné ou d'un parent, baissez la tête et taisez-vous. Ne dites plus rien. C'est la colère de l'aîné. Et c'est pour ça qu'on parle du droit d'aînesse, M. Eric Fopoussi, dans la Bible. Il y a des droits qui sont réservés aux aînés, à celui qui a vu le jour avant toi. Et il y a un droit. Même si vous le boxez, vous faites tout ce que vous pouvez, vous avez la force d'Hercule, devant l'aîné, vous êtes tout petit. Au commencement était le Verbe. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, nous dit la Bible des occidentalisés. Monsieur Eric Fopoussi, chaque parole prononcée se matérialise. Il faudrait que les gens aujourd'hui qui nous écoutent, les parents qui regardent, sachent que chaque parole prononcée se matérialise. Ce n'est pas du vent. La Bible, la même Bible est encore claire, puisqu'elle va jusqu'à dire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Méfiez-vous de pousser vos parents à bout. Et cette fille l'a fait. Et comme toutes les autres jeunes filles le font. Parfois, vous voyez une jeune fille qui s'habille, elle veut sortir. La maman dit, ne mets pas tel habit. Elle dit, pourquoi? Maman n'est plus à votre époque là. Hein. Laissez-nous ça. Je vais sortir, je vais voir quoi va me faire. Et elle sort. Vous savez, chez les Bamileke, il y a ce qu'on appelle le tchon. Le tchon. C'est une sorte d'oignon qui pousse, mais dans le sol, l'oignon négatif qui pousse dans le sol, le mauvais oignon. Tant pis si ça éclate, monsieur, il faut pousser. Le tchon commence avec le père. Lorsque le père à la maison demande à la femme, sa femme vient me gratter le dos, elle refuse. La colère du père fait naître. Ça ne commence jamais avec la femme. Le tchon commence avec le père, pas la femme, le père.
Quand vous êtes à la maison, un enfant il tape le pied au sol, boum, on interdit au père de taper le pied. Lorsqu'il tape le pied au sol, boum, ça fait grandir le chop. Dans le sol, monsieur, il faut possible. Vous avez des enfants qui sont têtus, des femmes qui sont méprisantes, des femmes qui sont insolentes, le vol, tout ce qui porte sur la colère du père, monsieur, il faut pousser. Chaque fois qu'il gronde, chaque fois qu'il gueule, chaque fois qu'il bavarde, chaque fois qu'il se met en colère, le chop grandit. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les gens placés, vous, le vendredi ou le mercredi soir, dans les agences de voyage, vous voyez les femmes avec les houes, vous voyez les femmes avec les tubes. Vous, tu vas faire quoi? On m'a dit que je n'ai pas creuser le chop. Je n'ai pas creuser le chop. Arrivé au village, il faut qu'on cherche un initié qui va aller creuser. Parfois, même l'initié en allant creuser, il creuse mal, ça explose, ça le prend. Voilà. Il y a des endroits où on est allé creuser, on a retrouvé la pipe du père encore chaud. Il y a des endroits où on a creusé, on a retrouvé les canaris, les calebasses du père. On a retrouvé certaines, la canne même du papa, dans les anciennes cuisines, monsieur, il faut possible. Lorsqu'on sort ça, il y a un autre rituel. Donc, je parle de là donc pour dire, monsieur, il faut possible, qu'on se retrouve dans cette situation où la maman a matérialisé. 3 choses qu'il faut éviter. Les parents ne doivent jamais tendre le doigt à leurs enfants. Les parents ne doivent jamais tendre le doigt à leurs enfants. Que toi là, j'étais déjà dit, avec ta tête, quand vous tendez, vous le maudissez. Que vous le voulez ou non, vous le maudissez. C'est une malédiction qui a effet à l'immédiat. Vous ne vous rendez pas compte. L'enfant, on ne doit jamais taper l'enfant à l'épaule. C'est-à-dire comme les parents viennent souvent taper l'enfant à l'épaule. Jamais. Si c'est un enfant mal, ça joue sur la virilité de l'enfant. Venant du père. C'est la raison pour laquelle vous voyez même, quand vous causez avec vos amis, mais je vous dis, monsieur, il faut possible. Quand quelqu'un vous met la main à l'épaule, tu dis, ne me touche pas à l'épaule. C'est le centre de gravité du pouvoir de l'être humain chez les Bantous. Donc ne touche pas n'importe qui à l'épaule. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vous touchent à l'épaule, monsieur, il faut possible. Je vous dis, ça, c'est l'Afrique. Et les derniers ne cognent pas sur la tête de l'enfant. Quand vous voyez des parents qui arrivent, pas, et cognent. Parfois, c'est quand on est rasé, l'enfant passe, pas, on taille. Oui, ça fait rire. Mais c'est des endroits, monsieur, il faut possible, qui ont été sacrés, qui ont été bien faits. Donc, je le dis aujourd'hui pour dire qu'elle est entrée en conflit, elle a poussé sa mère à bout, et sa mère l'a maudit. Sa mère l'a maudit. Peut-être pas, comme vous pensez avec l'expression, mais tout ce qui est sorti de la bouche comme colère, sous l'effet de la colère, ça a frappé la maman. Je vais vous prendre le dernier cas, je termine. Oui. C'est l'histoire d'un enfant qui aimait la vie. Il aimait les boîtes de nuit. Il aimait s'amuser, monsieur, il faut possible. Et son père, chaque fois qu'il rentrait le matin, son père était assis en lui disant que tu ne feras rien dans ta vie. Tu seras toujours comme ça. Voilà un gars. Or, le père en le disant, comme tous les papas qui disent aux enfants, continue à aller en boîte, tu ne seras rien, tu ne seras qu'un vaurien. Un monsieur, lorsque le papa disait ça est passé, il a pris un caillou. Il a pris ce caillou en disant, caillou, tu es témoin de ce que ce monsieur est en train de dire de son fils. Il a pris le caillou, il l'a mis dans la poche. Quelqu'un d'autre qui passait. Il est rentré chez lui. L'enfant qui était brillant à l'école, très brillant, ne passe pas probatoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La mère dit au père, allons chercher. Ils vont fouiller chez les voyants, chez les grands prêtres traditionnels. On lui dit, réunissez le quartier. Tu avais dit quelque chose un jour, quelqu'un était témoin. Il faut que la personne vienne parler. Payer à boire et à manger. Je coupe court l'histoire. Le père a organisé. Il a réuni les gens du quartier. Et ce monsieur est arrivé là en disant, je n'ai rien. Mais le jour où tu parlais, où tu insultais ton fils, ce caillou que je tiens était témoin. Il a déposé le caillou, il a pris, il a bu. L'année qui suivait, l'enfant avec le probatoire, il a eu son baccalauréat et une bourse. Et alors, je vous parle en Pologne aujourd'hui. Donc, pour dire que chaque chose que vous prononcez, un voisin peut passer, il prend en témoin les éléments de la terre vive. La terre, l'eau, le feu et l'air, sa vie. Quelqu'un peut prendre comme témoin et garde chez lui et ça vous portera préjudice. D'accord. On va continuer rapidement avec vous, Karine Sontia. On voit très bien que là, s'il s'agit d'une maman, on sait que les mamans ont un amour intarissable pour leurs enfants, eu égard au lien fort qui lie les femmes à leurs enfants, mais qu'une maman en arrive à l'état d'extrémité, il faut dire que là, ça a été grave. J'ai rarement vu ça quand même. J'ai rarement vu ça. Parfois même, dans certaines familles, on pousse des enfants à accuser leur maman de sorcellerie. Et ils le font de manière ouverte. Et jusque-là, la maman ne maudit personne. Mais dans cette histoire, je vois quand même que peut-être c'est les conditions de vie dans les conditions de vie dans lesquelles la maman vit qui lui ont poussé à aller aussi loin par rapport à l'histoire du jour. Si vous avez une maman avec qui vous sortez tous les matins pour aller à un endroit faire quelque chose et qui est arrivée là-bas, vous êtes allé normalement pour elle, mais vous ne soutenez pas votre maman, vous soutenez quelqu'un d'autre, c'est bizarre. Ça prête à confusion.
lorsque nous étions petites quand même, avant d'aller chez le voisin faire quelque chose, aider le voisin à laver l'assiette ou à laver le sol, on se rassurait que la maison est propre, on a fini de préparer, de faire la cuisine, on a fini de laver les vêtements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire à la maison. Là maintenant on peut aller chez le voisin, on nourrit les enfants, on fait tout. Là c'est comme ça qu'on nous a, nous, éduqués. Par rapport à l'histoire du juge, je vois une fille qui est en train de traverser un peu certaines choses. Je me dis qu'elle traverse aussi mal le fait que elle soit seule avec son enfant. Et je me dis aussi qu'elle ne comprend pas véritablement ce qui est de son devoir à présent. Parce qu'elle-même, elle est maman à l'heure actuelle. Elle-même, elle est maman et elle ne comprend même plus son devoir. Elle n'a pas compris pourquoi est-ce que sa maman l'amène au marché. Elle n'a pas compris le rôle qu'elle doit maintenant. Parce qu'elle n'est plus juste la fille de la maison. Elle est la grande sœur de son enfant. Elle est la mère de cet enfant qui est dans cette maison. Du coup, elle se doit d'être la personne qui doit ramener en premier à manger à son enfant. D'abord, et elle n'arrive pas à le faire et ça devient critique. Pourquoi? Parce que une maman qui voit que vous avez les mains pour ramener à manger pour votre enfant, elle le fait et jusque là vous n'avez pas d'esprit de remerciement, rien du tout. Ça prête à confusion et j'aimerais quand même dire aux mamans ce matin que peu importe ce que vos enfants font, il n'y a rien, vraiment rien qui, devant même vos ancêtres, pourra justifier le fait que vous ayez maudit votre enfant. Non, elle n'a pas maudit. Ok. D'accord, Dominique Coudron termine avec vous. Elle n'a pas maudit, mais elle a rendu sa fille malade. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est la fille qui a cherché. Allez-y rapidement, Dominique Coudron. On ne fera pas un débat. Allez-y rapidement, je vous en prie. Non, mais monsieur Foposi, moi, je comprends Développez pas. votre idée. En une phrase, ce que je veux dire, c'est que... Oui, je vais faire une seule phrase, puisqu'on est pressé. Non. Oui, monsieur Foposi. Je vais faire une phrase. Ce que je veux dire, c'est que, comme Père Mboka dit qu'elle aille demander pardon à sa mère. C'est tout. Mais il vous reste 2 minutes hein, pour réagir. Non, non, c'est bon, on peut passer à autre chose. Voilà, donc dites pas que nous sommes pressés parce que vous non, avez mais encore du temps. Dès que je veux parler, vous dites on n'est pas là pour un débat. Moi, j'ai du mal à vous comprendre. Avec Charles Amel. Mais c'est là que je commençais. Donc, monsieur Fopoussi, comme j'ai dit, tout simplement, qu'elle essaie que la mère se calme et qu'elle rende la guérison à sa fille. D'accord. C'est comme vous dites. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour l'histoire de ce matin avec 1 minute d'avance. On prend tout de suite la colère de Charles Amel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du faible taux de bancarisation dans ce pays. Pourquoi est-ce que les Camerounais n'épargnent pas? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne font-ils pas confiance aux banques? Combien de personnes en Afrique, mieux au Cameroun, disposent de comptes bancaires? Et pourquoi les utilisent-ils? Telle peut être la question qu'on est appelé à se poser. Pourquoi seulement 1% des adultes au Cameroun comptent exclusivement sur les services bancaires? Qu'est-ce qui a provoqué la fracture énorme qui existe entre les Camerounais et la banque? Devrait-on se souvenir de la liquidation des banques? Devrait-on se souvenir de la question de la poste à une certaine époque où tous ceux qui épargnaient ont vu leur compte littéralement vidé? Comment comprendre que les Camerounais de moins de 15 ans, et 15 ans même et plus, gèrent-ils leurs revenus? Comment comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus les parents qui se battent, les parents nantis, qui ouvrent des comptes pour leurs enfants, comptes études, que des jeunes, eux-mêmes de prendre sur eux d'aller ouvrir un compte? Comment comprendre que seulement 10% des foyers disposent d'un compte bancaire? Comment comprendre que 48% des Camerounais n'épargnent pas? Comment comprendre que 12% seulement des Camerounais conservent toutes leurs économies à la maison, c'est-à-dire on n'utilise pas de mécanisme d'épargne formel ou informel? Comment comprendre que 21% comptent sur des mécanismes informels tels que les tontines? Oui, les Camerounais adorent les tontines. Ils aiment bien tontiner, ça tourne, sans que cela ne crée un quelconque problème. D'où est venu cet amour pour la tontine?
la faillite de la bancarisation au pays où le Djangui est roi, parce que c'est en fait ça au Cameroun. Savez-vous qu'environ 14% ont ou utilisent des produits d'épargne formels non bancaires et seulement 5% utilisent des produits d'épargne d'une banque commerciale? Parce que oui, au Cameroun, on parle plus de banques commerciales. Savez-vous qu'au Cameroun, 70% de Camerounais interrogés ont affirmé ne pas emprunter, ni auprès des amis, ni de la famille, ni auprès des fournisseurs de produits financiers formels ou informels. Devrait-on accuser les offres de services bancaires inadaptées aux contextes locaux? Comment comprendre la forte concentration des réseaux bancaires en zone urbaine et périurbaine, laissant les zones rurales non couvertes? Comment comprendre que les coûts des services bancaires soient trop élevés comparativement au niveau de revenus moyens des populations locales? Comment comprendre que les modèles bancaires appliqués dans ce pays n'ont pas été pensés pour des populations à revenus faibles ou médians, ne disposant pas toujours d'une épargne financière conséquente et n'ayant pas ou peu de biens proposés en garantie, le cas échéant? Pourquoi est-ce que les Camerounais ont-ils peur de la banque, même les pontes de ce régime? Savez-vous que depuis près de 20 ans, de nombreuses personnalités ont déjà perdu d'importantes sommes d'argent à la suite d'un cambriolage au sein de leur domicile? Des sommes d'argent dont les montants tournent toujours autour des centaines de millions de francs CFA. Rappelons-nous de la confusion de comptes qui a eu lieu à une certaine époque avec l'ancien ministre Biéti Biessam. Rappelons-nous des 300 millions d'André Mamafouda qui ont été dérobés par son personnel d'entretien chez lui. Rappelons-nous de ceux de Robin Kelly en fin d'année 2010 au quartier Tourébé, dont le cuisinier avait dépossédé dans sa mallette une mallette contenant 300 millions. Rappelons-nous aussi que la même année, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, avait perdu lui aussi chez lui une mallette d'argent dont 2 suspects avaient été identifiés, son chauffeur, un certain Somba, et son propre fils, Willy. Finalement, qu'est-ce que la banque a fait aux hautes personnalités et au bas peuple pour que très peu s'y dirigent? Alors, le Cameroun compte 15 banques déjà, il faut qu'on le sache, 15 banques le Cameroun, et il faut également signaler que dans cette bancarisation dans laquelle vous nous amenez ce matin, il faudra également évoquer les microfinances pour rester dans les établissements de crédit dans le cadre général et dire que on a la commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, qui joue le rôle de régulation du système financier en Afrique centrale. On a le ministère des Finances qui donne les agréments, mais on peut évidemment s'interroger sur la crédibilité de ces banques-là pour questionner cette bancarisation, parce qu'il faut partir du principe que la banque est d'abord l'émanation d'une confiance. Il faut qu'on ait confiance à la banque, confiance de garder son argent, d'épargner justement, confiance en elle pour lui faire, en lui faisant confiance, en faisant confiance à la banque, autrement dit, on est plus à même donc à assurer ces transactions à travers la banque. Vous dites ce matin, Charles Hamel, qu'il y a dans ce faible taux de bancarisation au Cameroun. On va aller chercher les raisons de ce faible taux de bancarisation. Pourquoi les Camerounais n'ont pas confiance à la banque? Comment comprenons-nous la banque au Cameroun? Que représente pour nous la banque? Vous avez évoqué dans votre chronique des cas récents de faillite, surtout de microfinance, où des gens ont épargné de l'argent et se sont retrouvés finalement en train de voir que leur établissement de microfinance a eu banqueroute, est tombé en faillite. Et donc finalement, ça a créé la psychose. Les gens ne veulent plus faire confiance à la banque. Beaucoup préfèrent aller dans les tontines, même si après, ces tontines-là toujours vont à la banque loger leur compte. Donc il y a cette éducation financière à apporter aux Camerounais, et c'est important qu'on le dise dans cette émission ce matin, madame, monsieur. Donc on va faire un tour de table pour décrypter cette question. On commence avec vous, bon Bengan, sur ce que vous comprenez justement de ce que nous révèle ce matin Charles Hamel. Oui, mais moi je serais tenté de dire aux Camerounais: n'épargnez plus votre argent à la banque.
Oui, la banque apporte quoi? Vous avez cité 15 banques camerounaises. Combien de Camerounais ont ces banques-là? Est-ce qu'il existe l'entrepreneuriat camerounais dans ces banques? Ou je peux poser la question d'une autre manière, ce n'est pas vous. La restructuration du secteur bancaire engagé en 1990 a-t-elle permis qu'on développe, que l'État crée des entrepreneurs bancaires? Non. Non. Donc, nous, on fait quoi dans les banques? Rien. La banque ne nous sert à rien. La banque est là pour nous aider à nous appauvrir. Et en plus, nos banques ne financent pas le développement. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, la chronique de Charles Hamel m'a renvoyé là à un article que j'avais lu dans le journal de Economist, un journal anglais. Bon, mettez-moi à une autre vie, j'ai parlé un peu anglais. Des économistes du 29 décembre 2001. Parce que le problème était justement au niveau de la bancarisation. On disait, oui, la mondialisation, il faudrait que l'épargne et tout ça là. Journaliste et économiste, vous pouvez le lire, du 29 décembre 2001 à la page 27. Il disait, en mon faux anglais, anti-globalized, see the Washington consensus as a conspiracy to enrich bankers. They are not entirely wrong. C'est-à-dire que, avec le français simple, on disait, les anti-mondialistes considèrent le consensus de Washington comme une conspiration destinée à enrichir les banquiers. Ils n'ont pas tout à fait tort. Voilà un peu. Donc, et c'est ça qui est chez nous. La BIAO, il y avait une banque ici qu'on appelait BIAO. Jusqu'aujourd'hui, sa liquidation n'est jamais terminée. Et on vous dit, quand on procède dans la liquidation, par rapport aux gens que vous avez cités, les COBAC, ceci, dessous ça, il faut privilégier le personnel et les épargnants. Aujourd'hui, le personnel de l'ex-BIAO n'a toujours pas été payé. Les épargnants de l'ex-BIAO n'ont toujours pas été payés. Voilà. Je ne parle pas des microfinances. La Poste, non. Voilà, la Poste même. Il y a le scandale de Campos ici et tout. C'est que cela comporte. Vraiment, ailleurs, je vous ai parlé d'un enfant dont son père a envoyé en France pour étudier, préparer un doctorat en biologie. Le gars change pratiquement. Il quitte même toutes les orientations scientifiques, des trucs. Il part faire l'informatique. Son papa le trouve avec des livres d'informatique partout, d'économie. Il dit, papa, j'ai bénéficié d'une bourse de la banque et je vais travailler à cette banque-là à la sortie de l'école. Il dit, mais attends, vous voyez comment ça se fait? Ça veut dire que les gens viennent chez nous et utilisent notre épargne pour se développer. Et nos États les regardent et les applaudissent même. Donc, c'est pour cette raison que... Bon, je voudrais quand même juste pour vous relancer. Est-ce que ce n'est pas une question globale que vous soulevez là, parce que vous faites ici allusion au fait que les banques camerounaises ne prennent pas assez de risques pour miser sur des projets de Camerounais. On voit, et vous l'avez bien dit, ailleurs on voit comment les banques octroient des crédits à des étudiants qui rembourseront ces crédits-là tout au long de leur vie. On voit des banques qui octroient à des fonctionnaires, à des personnes qui travaillent, des crédits pour s'acheter une maison, des crédits pour avoir une voiture. Est-ce que c'est pas une question globale de comment fonctionne le Cameroun avec, on va le dire, un chômage assez fort, avec des emplois pas assez stables pour les uns et les autres, pouvant garantir à la banque, justement, on va dire, la possibilité de leur octroyer des crédits. En réalité, il y a peut-être aussi là, au-delà du consensus de Washington, quelque chose à faire au Cameroun pour faire en sorte que les Camerounais soient à même d'avoir une solvabilité pérenne et forte, de manière à permettre aux banques de leur faire confiance. Non. D'abord, au Cameroun, les mêmes gens que vous avez cités, COBAC, tout ça, disent que les banques sont sur liquide. Ça veut dire qu'en fait, les banques ont beaucoup d'argent. Oui. Pourquoi voudrait-il encore que l'on épargne dedans? Puisqu'ils en ont déjà beaucoup. Beaucoup d'argent sont en surliquide. Ils devaient donc, avec ces surliquidités, voilà, énoncer, faire un certain nombre de choses. Mais non, elles ne font rien. Ça veut dire que les banques ne servent à quoi? Même les crédits scolaires que vous allez prendre dans ces banques-là, regardez la manière avec laquelle on vous harcèle pour le remboursement. On vous tient, elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien. Mais
c'est devenu un mal nécessaire, comme on dit, parce qu'en fait, comme il y a des bandits, nous, on va à la banque parce qu'on peut voler l'argent à la maison. Et Charles Lamel nous a énuméré un certain nombre de buts d'ici. Mais franchement, il faudrait qu'on imagine d'autres formes d'épargne pour nous. D'autres formes d'épargne. La banque conçue à l'Occident ne nous aide pas. C'est pour s'enrichir eux. Il faut aussi partir de cette option-là pour maintenant définir quelle politique d'épargne qu'on pourra demander aux citoyens d'adopter. D'abord, comment vous pouvez avoir confiance à votre banquier, c'est que vous êtes fini. J'ai des expériences également où des milieux économiques, ils nous regardent. Ils demandent un crédit de 200 millions à la banque. La commission de crédit qui est supposée étudier le dossier, ils vous demandent leur bakshish. Qui vous demande allez d'abord déposer dans telle coopérative tant, comme ça votre dossier va passer. C'est comme ça que le banquier dit, non. Un autre, vous venez avec votre projet, vous voulez, je ne sais pas moi, construire les pavés en déchets plastiques. On ne vous donne pas, on me dit, montez un projet là. On prend ton projet, on le falsifie, on me donne. Le banquier ne devrait pas. Dans notre pays, voilà le comportement du banquier. Et c'est pas normal. C'est pas normal. La banque accompagne le développement. Et chez nous, la banque tue l'investissement. La banque tue le développement. Moi, je n'ai pas confiance à la banque. En tout cas, franchement, j'ai vraiment un courroux contre la banque. Oui, on a bien compris dans vos développements, mais après, il va falloir aussi avoir des pistes par rapport à comment faire en sorte de relever le taux de bancarisation des Camerounais, parce que quoi qu'il arrive, le monde change, les années passent, on va vers l'avenir. Comment imaginer un avenir avec des Camerounais qui continueront toujours à vivre comme si la banque n'existait pas. On refait donc une autre restructuration bancaire où on met des orientations nouvelles où la banque, dernièrement, comment les banques viennent fermer les guichets quand les étudiants veulent faire leur préinscription. Comment vous parlez de numérique aujourd'hui? Donc on ne permet même pas à l'étudiant de faire ses dépôts par des voies électroniques. On vous dit, alignez-vous. Et aujourd'hui, on ne va prendre que 10. Comme la banque refuse même de prendre son aide. Donc il faudrait donc redéfinir doit alors procéder à une autre restructuration bancaire. Et là, on va établir la confiance que vous demandez. En tout cas, la banque a un rôle central pour le trafic commercial, pour l'économie. On ne peut pas aujourd'hui le nier. Surtout lorsqu'on évoque des cas de blanchiment d'argent, l'argent doit être tracé. On doit avoir la traçabilité. On doit savoir comment les gens s'enrichissent, comment les gens s'appauvrissent. Les traces doivent être élaborées. C'est pourquoi, justement, avec un taux de bancarisation élevé, on va bien savoir comment les Camerounais s'en sortent, comment les Camerounais évoluent, comment est-ce qu'on peut justement porter la consommation au Cameroun et porter également la production au Cameroun. Donc tous ces éléments-là doivent se faire dans un contexte bien établi. Malheureusement, on n'y est pas encore. Les gens trouvent normal d'utiliser des modes alternatifs. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un discours, on va dire, contre la finance, la haute finance mondiale. On peut bien comprendre pourquoi c'est comme ça. Beaucoup de spéculation avec toutes les crises qu'on a eues jusqu'ici. Mais après, il faut reconnaître que la banque a son rôle. Alors, Dominique Audrey, quel est le regard que vous portez sur ce taux de bancarisation au Cameroun? Je vais commencer d'abord par dire qu'à la base, la banque, c'est une bonne chose parce que si on s'en tient à ses objectifs fondamentaux, c'est économiser, investir et emprunter. Aujourd'hui, nos réalités font qu'on se retrouve à avoir un compte bancaire juste pour faire des prêts scolaires, comme Père Bombok l'a mentionné, pour faire des prêts par rapport aux constructions de maisons. Mais maintenant, lorsqu'on va même jusqu'à vous octroyer ce prêt, ça ne vaut
ça ne vaut pas grand-chose. Et en contrepartie, aujourd'hui, dans les quartiers, l'imagerie populaire, c'est que lorsque vous allez demander un prêt à la banque, on vous demande de donner quelque chose en contrepartie. Et quelqu'un va vous dire que l'argent de la banque est difficile à rembourser, ce qui fait que le gage, généralement, il le récupère. Forcément, dans les têtes des simples Camerounais, des simples citoyens, on a un peu peur de se rapprocher de ces institutions-là. À côté de ça, j'ai envie de dire que la banque a un faible taux d'intérêt. Lorsqu'on met de l'argent, généralement, ce qu'on vous donne à la base, au sortir de là, ne vaut pas grand-chose. Conséquence, on se retrouve à faire les tontines parce que là, on peut faire un prêt et avoir une somme assez conséquente. On n'a plus véritablement confiance à ces banques qui ferment à longueur, qui ferment successivement. On vous demande des frais, il y a la paperasse qui est énorme. Il y a trop de procédures pour qu'on vous donne de l'argent dans les banques-là. En Côte d'Ivoire, à un moment, ils ont pensé à permettre aux étudiants d'ouvrir des comptes bancaires, mais sauf que le problème, c'est que tous les mois, il faut entretenir le compte. Si vous avez mis, par exemple, 50 000... Il faut faire des mouvements. Tout le temps. Si vous ne faites pas, si le mois dernier vous avez mis 50 000, on a coupé les frais d'entretien, le mois qui suit, vous ne mettez rien, on coupe encore dans le peu que vous avez. Si sur 5 mois vous n'avez rien eu, finalement ce que vous avez mis précédemment est terminé. Donc aujourd'hui, on est obligé soit de garder son argent chez soi, soit de tontiner. Donc il faudrait peut-être que les institutions fassent qu'on fasse des aménagements, qu'on ait des réformes qui vont permettre à tout le monde d'y accéder. Ou pourquoi pas permettre aux Camerounais eux aussi d'avoir du miel, réformer l'économie camerounaise pour permettre à la majorité des Camerounais de ne plus, par exemple, avoir leur salaire en monnaie de singe, payé, on va dire comme ça. Comment on appelle ça, être payé en monnaie de singe, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça, je pensais qu'il y avait un autre mot. Alors, bref. Oui. Vous voulez parler de salaire des catéchistes? Oui, il y a ça, mais voilà, être payé à la main levée. Voilà, je cherchais le mot, merci. Être payé à la main levée. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup trop d'entreprises qui payent les employés à la main levée. Il y a des employés qui préfèrent même qu'on le fasse. Non. Parce que vraiment, vous payez un salaire de catéchiste par la banque et couper encore pour l'entretien du compte, ça ne nous aide pas. Vous avez... Non, mais... On vous paye le SMIC au Cameroun. Non, mais ça veut si dire on vous vire 37 600 votre SMIC par la banque... Non, ça veut dire ceci. Ça veut dire que les réformes que j'évoque ici, ça veut dire qu'on aura permis à tous les Camerounais d'avoir des revenus conséquents. C'est ça que je parle. Qu'on permette à tous les Camerounais de goûter eux aussi au miel. Que le miel ne soit pas la consommation exclusive de quelques-uns. C'est ça qu'il s'agit ici. Karine Santia. Monsieur Foupoussi, je regarde depuis un certain temps une chaîne qui fait la publicité d'une banque congolaise. Et cette banque-là fait la promotion de l'ouverture des comptes bancaires pour les nouveau-nés, pour les enfants. Parce qu'en grandissant, le compte bancaire grandit aussi. Ça peut financer les études de l'enfant plus tard et ainsi de suite et ainsi de suite. Moi, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où les parents ne savent plus du tout comment orienter l'éducation de leurs enfants. Et si vous avez une banque dans laquelle vous pouvez financer les études de vos enfants plus tard, c'est évident que vous allez y avancer. Mais sauf que si vous courez le risque de financer les études de votre enfant à travers peut-être la banque, vous allez aussi souffrir plus tard de voir cette banque fermée et de ne pas voir votre argent remboursé complètement. Parce qu'il y a plusieurs parents ici qui ont fait confiance à certaines banques et même à certaines microfinances qui à la fin n'ont pas donné de fruits. Moi, je connais quelqu'un qui a gardé son argent pendant peut-être 3 ans, c'était environ 5 millions dans une banque. Et lorsqu'on a fermé la banque, il n'a pas on lui a remis 50 000. Vous voyez que ce n'est rien par rapport à ce qu'il a eu. Rien du tout. Et ça fait que les parents, même à la maison, ont peur d'aller garder l'argent à la banque. Dans les associations, par exemple, on disait que on aura toujours besoin de la banque. C'est vrai, parce qu'il y a des associations dans lesquelles les parents peuvent garder leur argent, mais on va toujours déposer à la banque. Sauf que dans ces mêmes associations, dès qu'on finit de cotiser, c'est là-bas que l'argent finit aux adhérents et on revient le mois prochain et on fait pareil. Ça me pousse encore à me poser la question sur ce taux de bancarisation au Cameroun qui est quitté de 5% à 13% à 2011. Qu'est-ce qui a pu remonter cela? Parce que les arguments qu'on nous donne nous
pousse à croire que, en fait, c'est resté stagnant. Parce que si on vous dit que le fonds, on a instauré des services bancaires minimum, c'était pourquoi? Pour quel service? Pour garder de l'argent, pour prêter à quel taux, pour combien, rembourser en quelle mensualité? C'est très très difficile. Et moi, je connais une maman qui m'a dit un jour que elle a lancé son business et à un moment donné, le business régressait et elle a prêté de l'argent à la banque. Elle a bien remboursé jusqu'au dernier mois. Elle a eu de la peine à terminer ce montant-là et on a hypothéqué sa maison. C'était très très compliqué. Donc, je pense qu'il y a des mesures qui sont peut-être pas bien adaptées au contexte. Alors, Charles Hamel, c'est vous qui nous dites aujourd'hui et vous donnez les raisons de ce taux de bancarisation au Cameroun. Vous développez de manière brillante, clairement, les axes sur lesquels des réformes sont importantes parce que la réalité laisse à désirer. Monsieur Eric Fopoussi, vous savez, nous sommes dans une société de consommation. Première chose. Nous sommes dans une société de consommation et non dans une société de production. Qui dit production dit mouvement bancaire. Je produis, je sors dans mon champ des tomates, il faut bien que je vends. Pendant que je vends, il faut que je commence, j'ai épargné, je fais des paris, il faut acheter les entrées, ça tourne. Or, ce n'est pas ça. La majeure partie des gars répondent à oui, monsieur. C'est des employés dans des structures, monsieur Eric Fopoussi. On fait des virements dans le compte bancaire lorsque l'argent pèse. Vous voyez, ce mouvement fait en sorte, monsieur Eric Fopoussi, qu'on enlève beaucoup plus pour consommer, qu'on épargne beaucoup plus. Il y a des gens qui envoient des mouvements financiers depuis l'Europe. C'est des gens, par exemple, qui disent, est-ce que tu as un compte bancaire? Ok, je fais un virement depuis l'Europe dans ton compte. Comme ça, tu t'occupes de mon champ, tu t'occupes d'acheter mes terrains. Beaucoup de gens ont des comptes bancaires beaucoup plus pour ces différents types de transactions. Parce qu'on sait que pour le paiement, si j'ai une entreprise, pour qu'on puisse payer, il faut bien que ça passe par un compte. On ne manipule plus l'argent. Donc, vous voyez, chacun se bat pour avoir un compte. Et celui qui vous dit qu'il a un compte, c'est pour un business bien précis. Regarde, moi je suis un adepte des tontines, monsieur Eric Fopoussi. Je valorise les tontines. Parce que la tontine, ça ne perd pas le temps. Quand tu arrives, tu as besoin d'argent, tu grippes le trésorier. Aujourd'hui, là, je sors avec ma part. Il dit, tu veux combien? Je veux 300 000. On t'inscrit dans le cahier. On commence le bavardage. À l'heure où on vend l'argent, monsieur Eric Fopoussi, tes 300 000 sont déjà positionnés. Si on vend en ce moment, le taux d'intérêt est faible. Ce n'est pas la menace qu'on va venir récupérer ta maison parce que tu n'as pas remboursé. On va venir récupérer, on va t'appeler, les gens vont descendre chez toi, toquer à ta porte. Non, monsieur, il faut pousser. On sait que tu n'as pas remboursé en date de temps. Voici les intérêts qui vont augmenter. Et puis, c'est plat, ça permet aux gens de facilement, en l'espace d'une heure, tu as ton crédit positionné. Mais dans une banque, pour avoir le crédit scolaire, c'est 2 semaines minimum. Mais les publicités vous disent 48 heures. C'est 2 semaines minimum. Il faut écrire. Il faut que mercredi, le conseil statue dessus. Lorsque le conseil a fini de statuer dessus, on peut faire des réamendements en estimant que vous avez demandé 1 million. C'est trop. On vous propose 400 000. Venez justifier. Vous devez venir justifier. À la fin, monsieur Eric Fopoussi, vous avez demandé même 1 million. Lorsqu'on vous donne 1 million, on vous dit qu'on vous a accordé votre crédit de 1 million. Vous avez payé 110 000 francs comme étant les frais d'étude du dossier qu'on va défalquer. Vous allez vous retrouver à 800 et poussière de 1000, ce qui ne représente pas les 1 million que vous avez demandé. Les gars préfèrent dire que restez avec votre chose. D'accord. On préfère nous battre au quartier. Voilà, on va s'arrêter là pour cette thématique parce que le temps imparti à cette première partie justement est écoulé totalement. On va tourner une courte page de pause et ensuite nous nous retrouvons pour la deuxième partie. À tout de suite. Mercredi 13 novembre 2019, bienvenue, bonjour. Et merci de rester sur la meilleure des chaînes de télé en ce moment au Cameroun, Equinox Télévision. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, on voudra d'abord rappeler que tout à l'heure nous évoquions en première partie cette colère de Charles Hamel sur le taux de bancarisation au Cameroun. Ça tombe bien parce que c'est aussi l'occasion pour beaucoup de gens qui nous regardent maintenant de se poser des questions sur leur devenir et comment ils peuvent ou elles peuvent s'inscrire
dans le système bancaire au Cameroun. D'ailleurs, on comprend aussi qu'il y a quelque part aussi un peu d'ignorance de la part de beaucoup Camerounais sur comment faire. On va également évoquer la question électorale. Il faut dire que beaucoup de gens nous écrivent pour évidemment nous signaler que il y a de nombreux maires et sous-préfets qui font un peu de la résistance pour leur fournir les documents essentiels pour constituer leur dossier de candidature pour les législatives et les municipales. Je rappelle juste que l'article 295 du Code électoral est clair. L'article 295 du Code électoral est clair. Allez le lire si vous le voulez. Alinéa 1. Tous les actes judiciaires en matière électorale sont dispensés de timbre et enregistrés gratis. Alinéa 2. Les extraits des actes de naissance sont délivrés gratuitement et portent la mention élection. Donc, pour ceux qui croient que, voilà, non, il y a des règles qui sont précises à la matière, il faut les respecter. Alors, on va tout de suite, avec vous, Karine Sontia, rentrer dans la revue des réseaux sociaux. Et dans le cadre de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui, on va s'intéresser à deux sujets. Le premier sujet, c'est suite à l'explosion du poste transformateur de Deido, le ministre Gaston Elundu Essomba a pris position et a expliqué le contexte de cette situation. Mais seulement, beaucoup de personnes sur la toile se posent la question de savoir, est-il la personne adéquate pour parler en ces termes-là? Est-ce que le ministre Gaston Elundu Essomba est le directeur de Sonatrel? Un ministre, certaines personnes pensent que puisque le poste de ministre est un poste politique, est-ce qu'il devrait s'intéresser dans des questions managériales des entreprises et techniques. Alors, il faut rappeler que le Cameroun, depuis quelques semaines, le Cameroun, on est habitué à ces coupures intempestives d'électricité, mais depuis quelques semaines, il y a eu une intensification de ces coupures-là, et on se pose bien sûr beaucoup de questions, avec aussi, il faut le signaler, la montée en puissance de la vétusté ou bien du matériel qui est de plus en plus défectueux, du moins qui montre des signes de vétusté, et on voit très bien que des postes transformateurs, malheureusement, ici et là, sont de plus en plus sujets à des incendies, et on l'a vu à Yaoundé, on l'a vu à Douala, à Deido, le week-end dernier, pour le cas le plus récent. Donc ça commence à beaucoup faire, à bien faire. C'est vrai qu'ici, on peut s'interroger parce que chaque fois, lorsqu'on parle d'énergie électrique, on évoque le nombre de barrages que nous avons, on évoque la capacité de production du Cameroun, on évoque beaucoup de choses. Alors, le ministre Gaston Elundu Essomba, rappelons-le, il était avant ça DG de la SCDP, donc il est arrivé à ce ministère-là. Alors, le ministre Gaston Elundu Essomba donc a pris, on va le dire hier, le taureau par les cordes. Il s'est rendu au poste transformateur de Deido, où il a indiqué des choses sur lesquelles on pourrait revenir ce matin, et on estime, au sortir de sa prise de parole, qu'il n'était pas dans son droit de le faire. Bon, Bengal, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il est dans son droit. Nous sommes dans un pays où tout le monde fait tout, sauf ce qui le concerne. Donc on est habitué à ça. C'est un pays où on vit comme ça. Ça a commencé en juillet 2001, parce que je ne sais pas pourquoi les Camerounais continuent à s'interroger sur les évidences. En 2001, lorsque IS Corporation a pris la Sonel, est-ce qu'il est dit, il a été clairement défini que l'État du Cameroun reste propriétaire des installations. Et lorsque, quelque temps après, on l'appelait Mac Miller, quelque chose comme ça, et nous les Camerounais, on l'a surnommé Dark Killer, donc l'obscurité qui tue. Donc, et il augmentait le kilowattheure à 5%. C'est le ministre Yves Belendo qui dit justifier. Et les Camerounais, on leur a dit à l'époque que mais non, c'est nous, le gouvernement, que justifions les égarements de l'ASONEL. Donc je pense peut-être qu'il ne doit pas oublier cela. Non, le gouvernement avait pris l'engagement de donner l'argent aux investisseurs étrangers et que eux, ils allaient se présenter là comme, j'allais dire quoi, le fusible de Dieu pour protéger et ceux qui sont là. C'est pour cette raison que
avec le départ de AES, un nouvel investisseur arrive. Il dit que bon, vos choses là clarifiées, qui va porter, vous vous dites, l'État a dit, ah oui, j'avais décidé que c'est moi qui allais transporter le courant électrique. Donc c'est tout à fait normal. Et l'État fait, donc, j'allais dire quoi, fait bien d'apporter l'amalgame à la Sonatrel. Il nomme un directeur général qui lui est un administrateur civil. Ses adjoints et ses techniciens sont des techniciens et il ne les consulte pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État lui a donné une mission que les autres ne connaissent pas. Et c'est donc l'État qui assume. En fait, ce n'est pas pour, comment dire ça, pour soutenir ce que le ministre a fait. C'est pour dire, comme l'a dit le chef de l'État lui-même. Est-il dans son rôle d'évoquer des questions managériales et techniques liées aux entreprises comme Sonatrel? En principe, non, mais ils ont pris sur eux de le faire. C'est pour dire, comme l'a dit le chef de l'État, le 31 décembre 2003, qu'il n'existe pas de bonne politique énergétique dans notre pays. Donc le ministre Gaston Eloundé Somba est en train de confirmer qu'en réalité, nous ne savons pas ce que nous faisons de notre énergie. C'est ça qu'il dit, c'est ce que les Camerounais doivent réfléchir. Donc si on était un pays sérieux, il y aurait une clameur sociale qui demande le retrait de confiance du gouvernement, qui demande au Parlement de voter une motion de retrait de confiance au gouvernement, parce que le gouvernement ne sait pas définir le rôle qu'il donne aux entreprises qu'il a créées, et on se retrouve dans une situation où on amène les citoyens à ne pas savoir qui est le principal responsable de leur misère. À ce moment-là, on doit s'attaquer donc au gouvernement et dire au gouvernement alors de démissionner en bloc, ou alors le Parlement devait le faire démissionner. Mais comme il y a une collusion incestueuse entre le gouvernement et le Parlement, malheureusement, on peut pas atteindre ce niveau-là, en arriver là. Non, mais bon, quand même, dans les propos du ministre de l'eau et l'énergie, on voit très bien que la question de la vétusté des équipements pose problème. Donc le transport de l'énergie électrique pose un réel problème au Cameroun. En réalité, le ministre sait que nous sommes dans l'impasse. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Or, ils avaient la possibilité de le faire en créant le Sonatrel. Qu'est-ce qui les empêchait? Moi, je vais lui faire la proposition. Celui qui est l'actuel DGA, pourquoi on ne l'a pas nommé DG? Parce que lui sait de quoi il s'agit. Il a les directeurs d'exploitation qui savent de quoi il s'agit. Comme je vous disais dernièrement, quelquefois on dit notre plateau est seulement critique. Non, je dis non. Monsieur Niat, là, je lui tire un coup de chapeau. Parce que ça, non. Vous ne cessez de le faire. Hein? Oui, je lui tire un coup de chapeau parce que à une autre vie, on a eu à suivre les actions de ce bonhomme. Quand il était ingénieur, je vous dis, c'est son ami Paul Biya qui l'a amené en politique, qui l'a tué. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il a formé des gens à la Sonel, qu'on ne vous trompe pas. Il a formé des gens qui étaient à mesure, parce qu'il prévoyait qu'en 90, on devait vendre le courant électrique à l'étranger et que tous les ménages camerounais allaient avoir le courant électrique. Il a seulement demandé à Paul Biya qu'on lui permette d'augmenter le kilowatt à 1 franc. Et que même à l'UQAM qui se plaignait à l'époque allait avoir le courant à revendre, le reste du Cameroun allait avoir le courant à revendre parce qu'il suivait. Oui. Alors, il faut signaler. Voilà, absolument. Donc, c'est que le ministre, c'est une honte, si vous voulez que je parle comme le Camerounais. Voilà, c'est une honte de dire ce qu'il a tenu. Ils sont amis parce que le président Ahidjo les avait envoyés ensemble là, pour aller... Peut-être c'est ce que les Camerounais ne savent pas. Parce que quand Ahidjo décide de le faire, la seule chose que je lui ai reproché à Ahidjo à l'époque, c'est qu'il n'a pas pris les gars de Powakam comme ils avaient leur politique contre les anglophones. Mais au moins pour le reste, il avait dit, le président Paul Biya, qui n'était pas encore Premier ministre, qui était secrétaire général à la présidence de la République, et allait m'étudier cette affaire-là. Oui, à Hydro-Québec. Voilà. Quand il vient, EDF et Hydro-Québec, partout, donc ils ont fait le tour de tout. Et ils lui ont donné la possibilité. Et Niat, là, il faut le reconnaître ça, même s'il part demain, il faut le lui reconnaître. C'est un monsieur
qui avait une bonne politique énergétique que son ami et c'est au cours de cette mission entre le président Biya et Nyat à l'époque d'Aïdjo que les liens d'amitié se sont consolidés. C'est une parenthèse. Au lieu donc de le laisser là pour nous sauver au moins, je pense qu'il va le mettre. Il faut quand même le dire. Quand on écoute les éléments de langage au ministère de l'eau et de l'énergie, on est dans une constance. C'est pourquoi le ministre Gaston Elundou Essomba d'ailleurs est allé tout récemment à l'Est justement pour ce projet de la construction d'une ligne de transport pour faire en sorte qu'il y ait, pour connecter l'interconnexion sud à l'interconnexion est, en partant donc d'Abomban pour le signaler. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'il y avait également cette ligne de transport de 225 volts également construit entre Nkonsamba et Bafoussam, parce qu'on se rend bien compte que le Cameroun n'a pas un problème de production. Nous sommes à 1600 mégawatts. Il faut pouvoir permettre à cette production-là d'être acheminée dans les ménages pour que les consommateurs que nous sommes, in fine, nous puissions bénéficier de l'énergie électrique produite par le Cameroun. Non, là, vous avez raison. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de postes transformateurs comme ça qui ont fait 48 ans et n'ont pas été maintenus. Vous avez raison. Le courant électrique produit n'est pas transporté. Là, vous avez raison. Et justement, monsieur le ministre Elundou Essomba le sait, la vétusté du matériel, vous l'avez énoncé tout à l'heure, tout est vieux. Donc, on est en train de prier Dieu là, comme Elekam et la CONA nous ont demandé, comme ils faisaient pour le premier pont de Vouri. Donc, ils se remettent à Dieu pour que tout cette poste de transformateur là n'explose pas un jour, parce que c'est en train de vouloir exploser là partout. Et surtout, ils sont en train de faire l'inventaire parce que les Anglais sont en train de quitter. Faut-il confier, vous l'avez même dit hier, aux Chinois, aux Français ou à n'importe qui. Donc, en fait, ils sont en train d'évaluer et ils disent que la nature est en train de nous condamner en disant, ouais, on pensait qu'on pouvait donner ça à 1000 francs. Avec tous ces trucs-là qui sont en train de se détériorer, on risque seulement de donner ça à 500 francs. Voilà. Donc, en fait, c'est que ces accidents, la nature est en train de nous dire que vous êtes resté longtemps pensant que vous avez maintenant, on vous punit. Voilà. Donc, en fait, le gouvernement est en train de pleurer, mais il ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est vétuste. Il n'y a pas de bonne politique énergétique. D'accord. Et même les postes pouvoir, on n'a pas nommé les vrais gens là où il fallait les nommer. On a procédé le réseau politique Nandjangi. Donc, comme disait Achidi Achou, Premier ministre à l'époque, on a distribué les postes aux amis politiques, on a laissé les techniciens. Et même dans des pays sérieux, quand on va à la retraite dans des entreprises pareilles, ceux qui vont à la retraite, on les reprend comme des consultants. C'est ce qui se fait. Oui, c'est ce qui se fait. Allez à EDF qui a formé l'essentiel ici, à Hydro-Québec, c'est comme ça que ça se fait partout, dans tous les pays du monde. D'accord. Alors, il faut rappeler que c'est en marche, donc la liaison entre le réseau interconnecté sud, qui compte les régions du centre, du sud, de l'ouest, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest, et le réseau interconnecté est. On voit très bien que on est en train de nourrir ces projets de construction des lignes de transport de l'énergie électrique pour permettre aux Camerounais de bénéficier de la totalité de la production par nos barrages hydroélectriques. Nous sommes à 1600 MW, je l'ai signalé il y a un instant. Donc, il est question de revoir cela. On se rappelle que tout récemment, à Yaoundé, lorsque le poste B RGM avait donc explosé, incendie là-bas, il avait été question de remplacer les cellules. Et vous savez, ce qui avait été un temps préconisé et le temps qui avait été évoqué avant qu'on ne soit rattrapé par une question de cellules déjà stockées au port de Douala et qui a rapidement fait en sorte que nous ayons une réparation une maintenance, une réparation de ce poste-là à Mélène. Donc on voit très bien que là encore, il y a beaucoup d'entourloupe, il y a beaucoup de flou qui est entretenu sur cette question de l'énergie électrique au Cameroun et on peut comprendre pourquoi le ministre de l'eau et de l'énergie, lui qui
qui est membre du gouvernement, comme on le voit, se décarcasse, se mettent, on va le dire, se plient en quatre pour expliquer aux Camerounais, parce que la colère, elle est grande dans les ménages. Les Camerounais ne comprennent toujours pas comment, malgré tous les barrages annoncés, ils n'ont toujours pas l'énergie électrique chez eux, comme ça avait été promis. Alors, Chalamel, sur cette question, quelle est votre position? Alors, disons très concrètement, M. Eric Fopoussi, que le ministre est dans son rôle. Vous savez que, rendu à un moment comme celui-ci, il faut tout masquer. Il faut tout masquer. Il ne faudrait pas qu'on laisse entrevoir la moindre faille. On connaît ce que les réseaux sociaux sont capables de faire. On connaît ce que les fuites de documents sont capables de faire. Oh, parce que là, il ne faut pas mettre, comme on dit trivialement, quartier le derrière de Sonatel dehors. Ce que le ministre est en train de faire, il se met comme bouclier de Sonatel avec un directeur qui touche presque 20 millions en termes de salaire le mois, qui est à l'aise et dont l'entreprise n'a même pas encore commencé à fonctionner, M. Eric Fopoussi. On se pose des questions. Le ministre, lui, vient tout simplement en sapeur-pompier, dit si je laisse l'affaire, si ça peut remonter. Mais ce qu'il oublie, M. Eric Fopoussi, c'est que les faits sont là. Les faits sont là. Quand vous vous baladez dans les quartiers, vous vous rendez compte que les compteurs ont fondu. Je dis des compteurs ont fondu, sérieusement, parce que les charges qui arrivaient sont des charges extrêmement fortes. Vous avez des dominos même qui ont lâché sur le poteau, ça il faut le dire, dans certains quartiers qui ont fondu. Vous vous demandez, mais bon Dieu, comment est-ce que cette énergie est transportée? Si vous vous retrouvez, M. Eric Fopoussi, dans la zone, on va le dire comme ça, de Dedo, comment est-ce que cela a fait pour pouvoir lâcher? Ça suppose que l'intensité même de courant qui arrive ne parvient, les appareils qui sont là ne parviennent plus à réguler la qualité de courant qui devait venir le stocker. Je ne suis pas technicien, encore moins expert pour le dire, mais c'est les discussions qu'on écoute, c'est les causeries qu'on écoute entre ces différents experts qui démontrent que vraiment, vu sur cet angle, la Sonatel a littéralement échoué. Monsieur Eric Fopoussi. Échoué pourquoi? Parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On a commencé par faire Menvelé, on a fait Mekin, on a fait pratiquement tous les différents ça. C'est après qu'on a fait qu'on se souvient que, comment l'énergie va faire pour arriver à Douala. On vous parle des Sud interconnectés. Vous savez, c'est comme les infrastructures routières. On aime bien avec des nouvelles expressions pour fatiguer les Camerounais. Revêtement confortatif. Au lieu de parler terre à terre, on ne peut pas. On vous a promis l'énergie, on ne peut pas vous donner l'énergie. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais, que pour le moment, on ne peut pas vous donner. On est en phase de test avec les premières lignes. On a essayé de bouger les anciennes lignes pour voir comment est-ce qu'on peut raccorder pour que l'énergie puisse arriver. La qualité de courant qui arrive, on n'a pas encore mesuré. Il faut calculer. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'on se retrouve. C'est les tests là qui font exploser véritablement, on va le dire comme ça, à cause de la vétusté des différents appareils. D'accord. Il faut tout changer. Qui va changer, M. Eric Fopoussi? Celui qui vient se faire l'argent? Celui qui vient se faire l'argent ou celui qui reçoit l'investisseur de lui dire, mais attendez, vous ne pouvez pas vous installer sur de la cendre. Même lorsqu'on invite une nouvelle femme dans sa maison, on balaie quand même la maison, on nettoie tout, on fait la propreté avant de recevoir la nouvelle femme. Tout à fait. Pourquoi Elle va balayer plus tard, quand elle va salir, mais elle trouve quand même la maison propre. Elle trouve la maison voilà. propre. Mais alors, si on ne peut donc pas balayer. Je rappelle quand même que c'est un projet évidemment qu'on va suivre de très très près, cette liaison, cette interconnexion du réseau interconnecté Sud et du réseau interconnecté Est. Une seconde, Chalamel, interconnecté Est. Et il s'agit donc de ce projet-là de liaison qui va aller de Ahala à Bombang. Donc cette ligne de transport qui est de 225 kV monoterne, pour utiliser ici les termes plus techniques, parce que tout à l'heure j'ai évoqué des termes, c'était un peu approximatif. Je vais faire utiliser les termes techniques. Donc c'est la construction d'une ligne de transport donc de 225 kV monoterne entre Ahala et Abombang, et une autre entre Nkonsamba et Bafoussam, pour permettre à l'énergie électrique de transporter, comme on l'a dit, le transport pose un réel problème. Oui, Chalamel, faites vos précisions. Ne faites pas comme ça, là, dans la rue on vous agresse. Les Camerounais vous agressent, que vous avez dit à la télé, on vous a suivi. C'est pas moi qui dis. Non, je dis vous, là vous parlez comme si c'est vous. Non, mais en 2001, ils nous ont dit qu'en 2011, les problèmes de délestage seront finis au Cameroun en 2001. Ils sont sortis crier que 2011, l'affaire là c'est terminé.
En 2011, ils sont venus en disant que les calculs qui avaient été faits, il y avait quelques faussetés, vu de ceci. On a commencé avec l'eau, on nous a dit qu'on a raccordé plus de 70 km, 78 km de tuyaux qui étaient datés et tout et consort. Il fallait revoir, on a cru. Ils ont dit 2018, c'est la fin. Monsieur, il faut pousser. Non, mais non, vous savez, non, c'est ça justement. Que les Camerounais faut... arrêtent de consommer ces histoires de discours et ces histoires des excuses. On dise que clairement nous voulons l'énergie, monsieur. Chalamel, mais techniquement, il faut leur dire comment ça fonctionne. Oui, moi, quand on fait, il faut expliquer aux Camerounais, quand on fait un barrage, quand on dit un barrage de Membele par exemple, quand on produit l'énergie là-bas, ça doit être transporté. On doit pour que ça atteigne vos ménages. Et comment on fait en sorte que ça se transporte? C'est pas de la construction des lignes. C'est pas la construction. C'est pour la construction des lignes de transport. Ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'ici, le Cameroun n'a pas pensé à ça. Ou bien les lignes qui existent actuellement sont des lignes qui sont vétustes. C'est ce qu'on explique aux Camerounais en termes simples. En termes simples aussi, j'ajoute que les Camerounais ont construit un barrage croyant qu'on conserve l'énergie électrique comme les biscuits dans un magasin. Ils ont oublié d'imaginer une ligne de transport, première chose. Deuxième chose, monsieur Fopossi, l'interconnexion, les connexions, les triconnexions que vous appelez, ça va nous amener à ceci que nous aurons les postes de transformateurs qui vont péter. Qui vont exploser. Allez voir le transformateur de Logbaba. Allez à Logbaba. Voilà, je voulais pas allez à Logbaba. Si ça pète la Logbaba là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le Baba ne pète pas? Les postes vont péter. Et vous transportez le feu. Quand on dit transport de courant énergétique, c'est le feu. Et quand vous transportez le feu avec comment je vais dire ça, avec de la paille, ça prend feu. Avec les calabotes, on porte le feu. Alors, ou avec le plastique, ça va brûler le plastique et ça prend feu. Nous sommes tous d'accord qu'il faut renouveler les cellules des postes transformateurs. Le cas de Mélène tout récemment est là pour nous dire. Le cas de Deido tout récemment. On va dire que Deido, c'est 48 ans déjà. Hein, donc, on a eu le cas de Bepanda. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des gars qui ont dû gréver, c'est ça. Donc, il faut rapidement trouver le moyen de faire la maintenance et changer, refaire ces postes-là et pourquoi pas en construire d'autres, parce qu'il faut rappeler que le Cameroun, malheureusement, nous sommes aujourd'hui encore, on va dire, dépendants des postes qu'il faudra rapidement secourir, comme on dit. Il faudra apporter du renfort à ces postes-là. L'État a l'argent, l'État doit investir. Dominique Audrey, sur cette question, allez-y. Oui, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais juste que sur la question de est-ce que le ministre est dans son droit, ça m'a renvoyé dans mes souvenirs et je me suis souvenu d'un ministre qu'on a vu, le ministre délégué au ministre de la Justice, qui était sur des routes et qui nous présentait des chantiers. Donc, si on peut comprendre ce qu'il faisait sur la route, à nous présenter la route, alors on aura la réponse à la question par rapport au ministre de l'eau et de l'énergie. Très bel exemple. Très bel exemple. Vraiment. Mais vous savez désormais quel est l'élément de langage. Vous savez qu'on va dire qu'il agissait en tant que président du PADEC. Voilà, donc voilà. Il y a toujours une pirouette. Hier, face au conducteur de moto à Yaoundé, c'était aussi en tant que président du PADEC. Ah, c'est bien. Alors, on va s'arrêter là pour cette thématique. La vérité, c'est que les Camerounais sont dans la colère, une colère noire, une colère forte, parce que à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas toujours d'électricité depuis 2 jours, depuis 3 ou une semaine. Moi, par exemple, ça fait des semaines. Donc, il faut bien que l'on résolve cette question, sinon on se retrouve dans l'incompréhension. Alors, on va, Karine, terminer avec votre chronique revue des réseaux sociaux. Oui, pour le deuxième sujet, on a choisi une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis déjà 2 jours. Elle montre, la scène se déroule dans la ville de Maroua, dans un quartier de cette ville-là, les populations qui scandent en langue locale le Foufoulde, partez, partez, nous ne voulons plus de vous. Ce n'est que maintenant que vous venez, vous étiez où depuis? Ça, c'est face à des engins qui sont venus pour refaire, je pense, la route de ce côté-là, et les populations ne veulent pas voir ces engins-là. Ils sont en train de chasser. Vous allez voir dans cette vidéo-là, à un moment donné, on va vous montrer un Caterpillar qui est garé et qui n'arrive plus à avancer parce que les populations demandent de retourner, de rebourser chemin. Alors, c'est intéressant parce que ça me rappelle...
Mais bon, c'est intéressant, et c'est intéressant, Chalamel, avant que vous m'applaudissiez, c'est intéressant parce que on est habitué hein, à ces comportements-là de nos hommes politiques. Le mandat passe, on ne voit personne. À la veille des élections, ils font exactement comme ce commerçant qui vient nourrir la poule le jour du marché. C'est terrible. Donc, on se retrouve dans un contexte où les gens, d'ailleurs, je voudrais ici rappeler un fait, il s'agit du communal du PCRN de Cabral-Libye à Galim, Bamboutos, région de l'Ouest. Alors, il vient de publier voilà, un post incendiaire, et je vous dis, ce type de Camerounais-là, on devrait les féliciter. Qu'est-ce qui se passe? À la célébration du 6 novembre, le président de la sous-section RDPC l'a invité, lui du PCRN, de l'opposition, à venir prendre part aux festivités du 6 novembre et tout. Mais le communal PCRN de Galim s'interroge, il dit, mais comment se fait-il que le parti RDPC, qui est un parti concurrent, un parti pour qui contre lequel je travaille pour le remplacer aux affaires, peut m'inviter pour venir à des célébrations de festivités. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est terminé l'époque où on invitait les gens à venir manger des gros plats, de bons festins, venir humer les bonnes nourritures, boire de la bonne bière pour corrompre l'esprit. Il dit qu'il n'est pas dans cette disposition. Ce qui l'intéresse, c'est qu'à Galim qui est, on va dire, un arrondissement, on va dire, plongé dans le désarroi, les routes, il n'y a pas de route, il y a une pauvreté immense. Oui, donc il est clair que lui, il estime qu'il faut rapidement trouver des solutions à Galim et que voilà, et que il ne mange pas dans ce plat. Il ne mange pas dans ce plat-là. Et que lui retourne dans ses champs. Il rappelle qu'il est un cultivateur. Et il est fils de cultivateur. Il va retourner dans ses champs avec sa machette. Parce qu'actuellement, on cultive le haricot à Galim. Donc, il va continuer à aller dans ses champs, nettoyer ses champs. Donc, ce type de Camerounais, comme on le voit avec la vidéo tout à l'heure, ça montre que la citoyenneté, les citoyens sont de plus en plus conscients des enjeux. Fini l'époque où on venait à la veille avec un pain, avec du riz, avec des aliments, pour demander au moment de venir voter, voilà, pour que vous mangiez 2-3 jours et que pendant 5 ans de mandat, vous soyez dans la faim, en famille de Robingan. Oui, absolument. Oui. Le discours, je veux dire, le RDPC avait créé des partis satellites qui développaient un discours qui disait, si on vous propose manger, c'est l'argent de l'État. Vous voyez ça? Oui. C'est votre argent, il faut prendre. Oui. Et les autres opposants, les vrais, leur disaient, ne prenez pas. Quand vous rejetez les gens, rejetez-les avec tout. Vous savez la tradition africaine qui dit, je ne mange pas ta nourriture. Donc, non, ce que vous dites là est très important, hein, parce que dans l'esprit des Camerounais, lorsque les partis politiques, bon, le parti au pouvoir arrive avec la nourriture, vous entendez des gens dire que c'est notre argent qu'ils ont volé. Donc, autant manger, autant récupérer un plat dessus. Mais sauf que vous dites que cette façon de penser n'est pas bonne. Puisqu'il y a, comment je vais dire, une continuité à cela. La continuité, c'est quoi? C'est que dans la campagne, vous prenez et à savoir, vous serez donc redevable. Vous ne pourrez plus le regarder. Enfin, il va vous dire, apportez-moi le bulletin de telle partie, je vous donne 2000. Apportez-moi. Donc, il vous s'organise. Donc, puisque vous avez mangé avant, oui, vous êtes redevable. Donc, mieux vaut, vous avez pris là un bel exemple. Vous dites, rentrez même avec vos caterpillars, avec vos engins. Oui. Nous sommes habitués à marcher dans la boue. Oui. Dans la boue, on va continuer à marcher dans la boue. Pourvu que vous quittez d'abord les mairies. Vous quittez les mairies, voilà. Des personnes qui viendront travailler. On viendra d'autres, on attend d'autres. Donc, c'est une bonne attitude que les compatriotes de l'ESM Nord, vous avez dit. Oui. Voilà, l'ESM Nord, on fait là. Dit, ces engins-là ne viennent pas d'être fabriqués au Cameroun. Là. Ça existait quelque part avant. Vous attendez la convocation du corps de l'État pour venir refaire les routes. Ne faites pas les routes, nous on marche comme ça. Oui. Nous on marche avec la poussière, la boue et tout. Non, on peut refaire la route à moi. Non, mais c'est une prise de conscience citoyenne à saluer, totalement. Absolument. À saluer. Bon, maintenant, après, il faut attendre de voir comment ça se passe, parce que en réalité, et c'est là où le bas blesse, hein, pour ces partis politiques-là, c'est que pour ce parti précisément, c'est que lorsqu'arrive la veille des élections, on commence à se mouvoir. Je vous ai raconté ici une histoire qui s'est passée
pas loin de Makepe, et je continuerai toujours à le rappeler jusqu'à ce que l'on résolve cette situation. C'est du banditisme politique. Je préfère vous prendre ce terme-là au Bengal parce que c'est terrible. Avant la présidentielle 2018, on a vu des bonhommes venir à l'entrée lycée Makepe avec des engins. Ils ont commencé à faire le terrassement, porter les pavés déposés, faire comme s'ils devaient déposer tout de suite les pavés là. Hein. Les gens ont commencé à être enthousiastes. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lendemain des élections au Bengale, les travaux se sont arrêtés sans aucune forme de procédure. Ce qui est encore énervant, c'est qu'ils sont venus porter encore leurs pavés qu'ils avaient rangés là-bas. Et il semble que celui qui a gagné ce marché est quelque part aux États-Unis en train de manger son argent tranquillement. Non, à un moment donné, quand même, il faut expliquer. Il faut éviter de prendre les Camerounais pour des cons, pour des idiots. Je veux dire que mais il fallait voir comment il y avait l'enthousiasme en ce moment. Chacun imaginait comment désormais ce sera fini la boue, ce sera fini les flaques et les mares d'eau, ce sera fini tous les agréments qu'on a là-bas. Mais aujourd'hui, allez voir comment cette route est. C'est un lac. Ce sont des lacs successifs sur cette voie-là. Malheureusement, donc ça n'intéresse personne, ça ne dit rien à personne. Donc vous comprenez ces manœuvres qui sont faites au quotidien, à la veille des élections, pour pouvoir ameuter les gens, pour pouvoir tromper les gens. Et ce qui m'étonne, c'est que ça marche toujours à tous les coups. Ça marche toujours à tous les coups. Absolument. Heureusement qu'à l'extrême, déjà, on commence à voir des citoyens qui ont l'esprit beaucoup plus critique que ça. Oui, Charles Amel. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on parcourt l'histoire, on va chez les Balouba, chez les Bakota, et on va dans une certaine mesure chez les Maasai. À la fin d'un cycle, les patriarches se placent le long, monsieur Eric Fopoussi, chacun avec un fouet. Et on fait passer ceux de la cour royale qui avaient la charge de la gestion de la cité. S'ils ont bien géré, ils ne reçoivent aucun coup de fouet. Mais s'ils ont mal géré, monsieur Eric Fopoussi, ils se font flageller avec les deux ouverts. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, que les populations, désormais, je le dis, vous avez vécu, vous savez dans la veille, monsieur Eric Fopoussi, c'était le 17 octobre que les derniers engins sont passés dans toute la zone de Bepanda. Ils sont passés lorsque le ministre devait arriver au parcours Vita. Ils ont fait un semblant de petites conneries qu'ils ont versées, disant que non, vous voyez, le RDPC, on a décaissé, c'est des caisses du parti qu'on a pris pour essayer d'aménager. Vous-même, vous voyez le parcours Vita. Vous-même, vous voyez Pombonabasem. Vous-même, vous voyez Bepanda. Je dis, Bepanda va venir vous tromper. Je parle pour Bepanda dans la 5e, monsieur Rifopoussi. Je serai devant. Je ne me mets pas derrière, je serai devant, monsieur Rifopoussi. On va juger ces gens. C'est passé la période, il faut qu'on le dise. Où les citoyens prennent leurs responsabilités ou ils ne le font pas, monsieur Rifopoussi. Je le dis, allez dans la mairie de Bazou. La mairie de Bazou, monsieur Rifopoussi. Des engins sont garés à la mairie de Bazou depuis des années. Les villages sont là, ils souffrent. Les gens sont là, ils souffrent. Les gars sont tapis. Ils sont tranquilles. Après, ils vont venir nous dire qu'ils veulent se représenter, M. Rifopoussi. Pareil pour dans la 5e, toutes les mairies souffrent, M. Rifopoussi. Je crois que si les citoyens, et j'ai failli bagarrer avec Bensikina un jour, M. Rifopoussi, parce qu'il a commencé à se plaindre, je lui ai dit que c'est vous qu'on avait pris pour aller donner ces différents voyages. Aujourd'hui, ne te plains pas. Ne te plains plus à côté de moi, va te plaindre ailleurs, avec tes camarades. Parce que c'est ça où le Cameroun doit changer, les municipalités avec. On a eu des députés aériens. Ceux de Douala 5e, je ne les connais pas. Ceux de la mairie, je ne les connais pas, M. Rifopoussi. Qu'ils restent là où ils sont, M. Rifopoussi. Qu'ils mangent leur caviar, qu'ils fument leurs cigares, qu'ils boivent leur champagne, qu'ils laissent les vraies personnes qui veulent travailler pour les municipalités. J'invite les Camerounais à tuer l'élite. Pas tuer dans le sens de prendre, non, M. Rifopoussi. Parce qu'ils vont venir vous dire que c'est le village. C'est moi, ça c'est moi, votre frère. Souvenez-vous que ces enfants sont aux États-Unis. Souvenez-vous que ces enfants sont dans de grandes écoles. Souvenez-vous que chez lui, il a des groupes électrogènes et vous n'avez rien chez vous. Souvenez-vous que vous êtes Bensikina et lui n'a rien. Donnez la possibilité à quelqu'un qui va créer des emplois dans les mairies. Bon, nous sommes quand? Le 13 novembre 2019, entre aujourd'hui et le 9 février 2020, ils peuvent oublier. Il y a une période de transition. Bon, ils peuvent oublier. Décembre, on va laisser décembre, c'est la fête. On va laisser. Qu'on ne vous envoie pas des sacs de riz, qu'on organise ce que j'appelle des réunions. Je rappelle que la campagne commence le 25 janvier. Et dès le 25 janvier, nous, les médias, on aura
une obligation de temps de parole, temps de parole pour tous les candidats. Non, on ne pourra plus parler. Dire quelque chose. Donc, il faut le dire aujourd'hui. Notez-le en noir et blanc sur vos papiers. Vos téléphones, vous les appelez quand vous avez des enfants malades. Vous les appelez, leur téléphone ne passait plus. D'ailleurs, ils viennent avec des puces spéciales pour vous. Je vous assure, ils reviennent au quartier. Vous nous avez promené sur M. Foposi. Vous avez fait une colère là-dessus. Château Niala jusqu'au rail. Regardez avec la brutalité avec laquelle la communauté urbaine a dégagé les engins qui étaient en train de terminer là jusqu'au niveau de rail. On en devait pratiquement. Et vous voulez demander aux populations de Niala de ne pas se rappeler qu'on les a laissés dans cette situation rocambolesque. Il faut sanctionner. C'est grave. Oubliez les élites. La question des élites, oubliez. C'est grave. Il y a une décharge de la société là qui est en train de dégager des odeurs nauséabondes qui polluent même le génie militaire. Maintenant, on les voit sur Facebook. Ils vont saluer les malades dans les quartiers. On dit que monsieur le maire, au chevet d'une malade, arrêtez ça. Arrêtez ça. Monsieur Bachou. Arrêtez ça. Vous avez 5 ans pour rien. Non, l'exemple nous vient de Les mairies ont déjà commencé aussi à faire les travaux manuels là. On sort là, investissement humain. On sort, on remble un peu les rues avec la boue qu'on a creusée dans les rigoles et tout. Vraiment, ne nous embrouillez pas. D'accord, oui, Dominique Olé. C'est la période du make-up. Du make-up politique, on va essayer de refaire partout. Donc aujourd'hui, il faudrait que toutes les populations... Vous appelez ça make-up politique? Oui, puisqu'il faut enjoliver un peu partout, il faudrait que ce soit beau et tout ça. Donc maintenant, toutes les populations qui ont été délaissées durant toutes ces périodes-là doivent faire comme les populations du Nord. Karine a dit quelque chose qui m'a interpellée. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de faire les routes en moins de 3 mois. Donc, depuis, les gens pleurent partout, vous pouvez le faire et vous ne le faites pas. On n'en veut plus. On va rester dans la boue. C'est comme ça. C'est bon. Non, mais c'est quand même... c'est quand même un problème dans ce pays. Hein. Quelqu'un gagne un marché, il vient, il commence un peu, il fait un terrassement, il fait semblant de faire et il s'envole pour les États-Unis. Dire, mais c'est le copinage, non? On donne à son ami, on donne à son neveu. On lui donne les éléments de langage. Comme on commande là, nous, le chef de l'État n'a pas besoin d'un soulèvement populaire. Bon, prends ceci, prends tes engins, donc, et crée la société Changlang Kwanglang BTP. Ça, voilà. Il vient là, on met les plaques là, dans 3 mois. Il commence, papa. Quand les gars, ah oui, on savait bien que il file à l'anglaise. Vous ne croyez pas bien dire parce que Obegan, c'est justement pour ce cas de Carrefour lycée Makepe, c'est un fils d'eux qui a gagné ce marché-là. C'est un fils d'eux. Je ne sais pas son nom. Alors, on va clairement dire qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que, et c'est d'ailleurs regrettable, de voir que dans les villages, les gens vont également utiliser la force. On l'a vu dans beaucoup de villages au Cameroun où les gens vont commencer à menacer les scrutateurs des partis politiques de l'opposition, où les gens vont, parce que les gens sont chefs de village, vont emporter les urnes pour aller dans la chefferie avec, parce qu'ils savent que personne ne va entrer. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont à régler. L'information. C'est pour ça que moi, je suis pour nos inspecteurs de Facebook. Dès que quelqu'un a un comportement bizarre, vous mettez sur la toile. On va recouper l'information et on va dévoiler tout ça. C'est terminé l'époque où on se taisait. C'est terminé. Parlez. D'accord. En tout cas, c'est clair qu'il n'est pas facile pour les partis d'opposition d'être scrutateurs dans certains villages au Cameroun parce que c'est très compliqué. Non, monsieur, il faut pousser. C'est révolu. C'est révolu cette période. Je vous assure, les municipales de 2020, c'est tout un enjeu. Peut-être vous ne mesurez pas l'ampleur. Je peux vous dire que, monsieur Rifopoussi, nous sommes déterminés. Je l'ai dit là, nous sommes déterminés à ce qui est changement, monsieur Rifopoussi. Qui est changement? Mais monsieur Rifopoussi, arrêtons de faire ce make-up, comme elle a dit, le make-up politique. Il faut que les populations se prennent en main, monsieur Rifopoussi. C'est l'occasion. Les gendarmes ne vont pas, les commandants de brigade ne vont pas influencer les gens dans les villages, monsieur Rifopoussi. Nous, c'est le changement, c'est pas le changement. Sauf que les gens... Sauf que c'est très persuasif
de vous donner 10 000 francs CFA, voilà, le jour de l'élection, vous venez pointer. Veut dire qu'il y a des façons de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit éloignez-vous des élites. C'est l'heure où les élites ont des téléphones qui passent. C'est l'heure où les élites vont vous appeler. Oh, t'as ça. Est-ce que tu as fini même la pension des enfants? Je te jure, les affaires de voyage et tout et qu'on sort, c'est le piège. Ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dedans. Voilà. C'est l'heure du changement. On veut voir de belles cités, monsieur Rifoposi. D'accord. On veut voir de belles cités, on veut voir de belles routes, on veut voir des gens qui vont changer, monsieur Rifoposi. D'accord. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite prendre interpellation, madame, monsieur. On regarde l'élément et ensuite commentaire sur le plateau. À tout de suite. Bon, en ce qui concerne le développement et le progrès, condamner franchement et fermement la corruption, ce qui n'est pas normal, ça ne marche pas sur la tête des Camerounais et surtout chez moi. Je prends bien l'exemple. Je peux travailler chez un monsieur qui a franchement des moyens et qui ne parvient pas à me payer de mon argent dont il est rendu un service. Et alors quand je me mets donc à lui réclamer de mon argent, il met son argent en valeur. Chez les autorités, on va me faire torturer et puis on me garde, ce qui n'est pas normal. Pourtant, je l'ai rendu service, je réclame plutôt de mon argent pour nourrir ma petite famille également. Hein? Et alors on me torture parce que je n'ai pas de moyens et enfin je n'ai rien. C'est pas normal. Il y en a plein en nouvelles parce qu'ils ont réclamé leur dur. Et pour finir rien, on les garde. Savoir que si quelqu'un te rend service, en retour, remets-lui ce qui lui revient. Ce qui lui revient de droit. Remettez-lui ça. Là, on va franchement. On dit bien, les bons comptes font de bons amis. Ne mets pas ton pouvoir en jeu pour nuire à certaines personnes. Alors bon, Obengan, 30 secondes pour rebondir sur ce qu'a dit le compatriote. Le compatriote là se vérifie tous les jours. Sur tous ces gros bonnets là, ils ont, comme disait Dave Kemoto, le parapluie, les godasses. Quelqu'un vous sollicite pour exécuter un travail, vous dites, mais grand, j'ai fini. Il ne vient même pas, il dit, bon, allez, vous allez me voir demain. Vous revenez, il vous dit, comme disait Cancan, vient avant demain, après demain. Bon, il vous fait comme ça. À peine vous voulez retirer la dette, non, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler dès à présent le concept Salaka et de bénéficier d'une réservation du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Dernière semaine de la double réduction. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des tapis de prière. Vous les avez à 1000 francs au lieu bien sûr de 4000 du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. À côté, bien sûr, des tapis de prière, on parle bien sûr de ces fers à vapeur, de ces fers à vapeur stylés, de ces fers à vapeur nyanga qui vous donnent l'envie de repasser de temps en temps. Vous les avez à 7500 francs. C'est des fers à vapeur neufs dans le carton. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler dès à présent, de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter un fer à vapeur à 7500 francs en face le Palais d'Ika. À côté, bien sûr, on a également des robots mixeurs de bol. Ça permet d'écraser les condiments secs, les condiments frais, les fruits. Vous l'avez à 17 000 francs au lieu de 35 000 comme partout ailleurs. Au magasin 1001 tapis, un robot mixeur complet avec deux bols, un bol à sec, un bol pour les condiments frais et bien sûr un bol avec un filtre. Vous l'avez à 17 000 francs. Du côté du magasin 1001 tapis. Je rappelle, c'est neuf dans le carton avec garantie. On parle également des bouilloires pour bouillir de l'eau. Alors là, je m'adresse bel et bien à toutes les dames. Je m'adresse à tout le monde. Une bouilloire électrique à 6500 francs. Une bouilloire en inox. Une bouilloire de qualité pour bouillir de l'eau. Oh là 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 là, Maniaka Malamboy. 6500 francs. Une magnifique bouilloire électrique au magasin 1001 tapis. C'est la dernière semaine de la double réduction. La double réduction s'achève ce samedi à 17h00 au magasin 1001 tapis. On parle également toujours dans cette vente de ce matin d'un laptop Core i5. Le dernier stock des laptops Core i5 avec 4 Go de RAM, 250 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD. Vous l'avez à 125 000 francs. C'est un laptop Core i5 de qualité supérieure au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et nulle part ailleurs. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances petit à petit.
rallonge à 4000. Ce ne sont pas les rallonges là, les rallonges d'origine, les rallonges solides avec un système de sécurité. Vous les avez à 4000 francs au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Ordinateur complet. Regardez ce qui s'affiche à l'écran. Regardez le design. Regardez l'écran. C'est un ordinateur complet en tout. Oh là 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 là. 500 gigas de disque dur. 4 gigas de RAM. Lecteur DVD. Processeur 2.2. Écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 60 000 francs. Je rappelle que les ordinateurs de 45 000 sont finis. Là, c'est les ordinateurs à 60 000 francs avec 500 gigas de disque dur. Régulateur de tension à partir de 14 500 francs. C'est la dernière semaine au magasin 1001 tapis. La sécurité des appareils, la garantie des appareils avec des régulateurs de tension à partir de 14 500 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Nous restons toujours dans la grande vente de ce matin. Une imprimante HP ou Canon, vous l'avez à 33 000. Elle scanne, elle imprime, elle photocopie. Elle est neuve dans le carton. Vous l'avez à 33 000 au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Toujours dans la vente de ce matin, ceux qui veulent danser comme maman Jean du côté de Yaoundé, a dit des ouf à 15 000. Vous aimez la bonne musique comme maman Jean à Yaoundé, vous aimez le bon son, c'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter un ouf à 15 000 francs. Ça prend la carte mémoire, ça prend la clé USB, Ayoe, Mangolo Malambo. 15 000 francs, votre oufeur de qualité supérieure au magasin 1001 tapis. Dernière semaine, toujours avec les laptops Core i5. Vous êtes étudiant, vous êtes technicien, vous êtes communicateur, quelle que soit la profession, laptop Core i5 avec garantie à 125 000 francs. C'est un laptop professionnel à 125 000. Nous restons toujours dans la grande promotion pour appeler à tous ceux-là qui veulent écraser les condiments. N'allez plus écraser les condiments chez les voisins. N'allez plus écraser les condiments de l'autre côté de la route. Soyez moderne, soyez classe, soyez nyanga. Robot mixeur Double à 17 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs en face le palais d'Ika. Je rappelle, c'est la dernière semaine de la double réduction. Nous restons toujours dans la qualité, cette fois-ci pour présenter un fer à vapeur. Il est grand, il est nyanga. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce que Salaka vous les donne à 12 000. Ordinateur complet. J'attire l'attention de tous les téléspectateurs. C'est du jamais vu. Un ordinateur de 500 gigas, un ordinateur de 4 gigas de RAM, à 60 000 francs au magasin 1001 tapis, des couvre-bouteilles pour couvrir le vin à 1500 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite conclure la vente de ce matin en rappelant notre produit phare. Les lustres à partir de 50 000. Les cuiseurs de riz. Oh là 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 là, regardez. Les cuiseurs de riz électriques double fonction. On peut préparer le riz et préparer les ignames dans ce cuiseur de riz. Vous l'avez bien entendu à 25 000 au magasin 1001 tapis. Chers téléspectateurs, c'est l'occasion plus que jamais de venir chez nous en face le palais d'Ika et d'acheter un robot mixeur à 17 000. Un laptop comme celui-ci à 125 000 francs, les fers à vapeur à 7 500, les bouloirs à 6 500 et n'oubliez surtout pas les tapis de prière à 1000 francs. Ceux qui n'ont pas l'argent, on accepte les avances, on accepte les réservations. C'est l'occasion plus que jamais de commander là. Yes no, parce que Salaka est en train de faire mal au magasin 1001 tapis. Merci Constilamine. On va continuer à rester sur ce double scrutin législatif et municipal pour rappeler l'article 295 du Code électoral qui dispose que tous les actes judiciaires en matière électorale sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement, gratis. Les extraits des actes de naissance sont délivrés gratuitement et portent la mention
élection. Il faut rappeler qu'actuellement, de nombreux partis d'opposition se plaignent de ce que des sous-préfets refusent de signer les attestations de résidence pour justement faire en sorte de faire courir le délai. Beaucoup se plaignent de ce fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de maires également qui ne sont pas là pour signer les actes qui rentrent dans le dossier de candidature tels que les attestations de résidence. À Douala, par exemple, il y a un sous-préfet qui est visé. Il y a également le SDF, le chairman Jean Foundi qui a tranché. Le SDF ira bien aux élections. Ça vient de tomber. Donc, vous l'avez l'information en primeur. Donc, le SDF ira bien au double scrutin municipal et législatif. Voilà, monsieur. C'est ici que prend fin cette autre édition de votre magazine. On va se retrouver demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.